Aujourd'hui, une nouvelle venue va faire son entrée dans nos vies au château, ce qui nous donnera beaucoup de joie et quelques angoisses. Je reprends. Après la grande soirée donnée au petit plaisir qui avait commencé en pugilat et s'était terminée en extase grâce à Maurice Ravel, l'année 1928 suivit son cours. Je trouvais peu à peu mes marques avec mes 4 enfants ainsi qu'avec leur père, qui venaient en pointillés mais tout de même régulièrement. Marie-Antoinette ne rajeunissant pas, nous avions décidé de lui adjoindre les services d'une jeune fille du village pour s'occuper des petits monstres. Ma chère Nounou, devenue celle de mes enfants, comptait bien garder le commandement en chef. Mais je sentais qu'elle serait toutefois soulagée d'avoir un peu d'aide, ce qu'elle n'aurait jamais avoué, même sous la torture. À cette époque, les familles étaient souvent nombreuses, et le village ne manquait pas de jeunes filles désireuses de venir travailler chez nous, car elles savaient que nous serions très respectueux et que leur gage serait nettement au-dessus de ce qu'elles pourraient percevoir ailleurs. Sidonie faisait donc appel régulièrement à nombre d'entre elles pour la cuisine ou l'entretien du château, mais c'était la première fois que nous recrutions une jeune femme de manière permanente pour les enfants. Une fois qu'elles eurent vent de notre demande, plusieurs jeunes villageois se présentèrent au château et Marie-Antoinette et moi-même accueillîmes donc une douzaine de postulantes. Nous les recevions individuellement dans le petit salon et elles attendaient sagement leur tour dans le hall d'entrée. Ma mère et ma grand-mère s'étaient invitées au recrutement afin de donner également leur point de vue sur la perle à qui nous consentirions à confier nos petits trésors. Et comme les premiers concernés étaient les enfants, nous les avions aussi fait venir en espérant que Rocky, qui avait à présent 4 ans et demi, ne dirait pas d'horreur à voix haute, la discrétion n'étant pas son fort. Cependant, je pense qu'il était conscient de l'importance qu'on lui donnait dans la décision, car il se tint aussi sage que s'il avait assisté à un conseil des ministres. Lorsque la première candidate entra, elle vit donc sagement assis sur une banquette Flora, âgée de 9 ans, Rocky, droit comme un i, et ma petite Saskia qui avait 2 ans. Je tenais Tao sur mes genoux, et à 9 mois, mon splendide bébé faisait l'admiration de tous par sa beauté et son calme olympien. Il était l'opposé en tout point de Saskia, qui bougeait, chantait et dansait sans cesse, fidèle à l'origine de sa naissance, sur la scène des Folies Bergères. Les pauvres jeunes filles qui se succédaient dans la pièce se trouvaient donc face à un mur de femelles protectrices et à une brochette de bambins à l'œil inquisiteur, ce qui en intimida plus d'une. Certaines furent éliminées d'office par leur attitude désinvolte ou hautaine vis-à-vis des enfants. D'autres semblaient ne s'intéresser qu'à leur gage et au fait d'avoir une chambre dont la fenêtre donnerait sur le parc du château. Il y en eut également qui voulaient en faire trop et qui pensaient se faire bien voir en parlant fort aux enfants par des onomatopées comme s'ils étaient sourds ou idiots. Au contraire, 2 ou 3 des jeunes filles semblaient se noyer dans un verre d'eau et il nous parut impossible de leur confier la responsabilité de 4 enfants. Après avoir vu une dizaine de candidates, nous commencions à désespérer de trouver celle que nous cherchions. Toutefois, dès que l'avant-dernière des jeunes filles se présenta, elle nous fit à tous, adultes et enfants, une excellente impression. Elle se prénommait Iris et venait d'une famille de 10 enfants, dans laquelle la maman avait donné le prénom d'une fleur à chacune de ses filles et le prénom d'un roi de France à chacun de ses fils. La mère d'Iris travaillait au bureau de poste, comme sa mère avant elle, et elle avait pour cela eu la chance d'apprendre à lire, ce qui n'était pas le cas de toutes les jeunes filles de la campagne. Elle adorait les romances historiques, dans lesquelles la grande histoire était saupoudrée de passions amoureuses torrides et de drames sanglants qui faisaient battre son cœur. Elle avait d'ailleurs fait un mariage d'amour avec le père de ses enfants et avait transmis à ses filles la passion du romantisme. Les pauvres petites étaient donc conditionnées à voir en chaque homme un prince charmant potentiel. Mais cela, nous ne le savions pas encore lorsque la jeune Iris, âgée de 18 ans, entra dans le petit salon, en adressant un sourire adorable à mes enfants qui fondirent immédiatement. À toutes les questions que nous lui posions, elle répondait avec bon sens et franchise. Elle ne cherchait pas à s'inventer une expérience qu'elle n'avait pas dans certains domaines, mais elle nous assura qu'étant l'aînée de 10 enfants, elle savait tout de même s'y prendre pour calmer les bébés, donner purée et biberon, inventer des jeux pour les distraire et lire des livres en continu jusqu'à ce que chacun trouve le sommeil. Nous fûmes tous conquis par cette jeune fille à la beauté discrète qui nous parut avoir tout à fait les pieds sur terre et la tête bien remplie. Rocky se leva pour prendre la parole, ce qui nous donna quelques sueurs froides. Mais il dit simplement, du haut de ses 89 centimètres, « Je la veux », ce qui avait le mérite d'être clair. À la fin de notre entretien, je la fis sortir dans le couloir un moment. Puis, après avoir consulté le conseil de famille et compris que mes enfants ne voudraient qu'elle, j'annonçai à la candidate suivante que nous avions trouvé la personne que nous cherchions. Nous rappelâmes Iris pour lui dire qu'elle pourrait commencer dès que possible et elle sauta en l'air en nous disant qu'elle serait là le lendemain matin à la première heure. Et lorsque je lui ai annoncé qu'elle pourrait emprunter tous les livres qu'elle voudrait à la bibliothèque pour ses lectures personnelles, je crus qu'elle allait s'évanouir de joie. Les enfants étaient tout excités, mais leur bon cœur leur fit rapidement comprendre que Marie-Antoinette pourrait se sentir blessée de tant de jubilation envers cette jeune femme qui allait la seconder. C'est pourquoi très vite, Flora et Rocky se précipitèrent dans ses bras, immédiatement suivis par Saskia, en lui jurant qu'elle serait toujours leur nounou préférée. Tao confirma en faisant un petit rot des plus charmants. Et c'est ainsi qu'Iris fit son entrée dans notre vie pour notre plus grand bonheur à tous. Elle nous aidait sur tous les fronts, non seulement avec les enfants, mais également dès qu'elle voyait que nous avions besoin d'aide pour quoi que ce soit.
Son orthographe était absolument parfaite car sa mère s'était fait un point d'honneur d'enseigner elle-même à ses enfants une méthode de lecture et d'écriture qui ne laissait pas passer la moindre erreur. Iris m'aidait donc de temps en temps pour ma correspondance, pour la mise en page des programmes du Cœur des Lumières ou encore pour la relecture des livrets de comédie musicale que j'écrivais. Elle était tellement enthousiaste dès qu'il s'agissait de culture que c'était un plaisir de l'avoir à mes côtés et elle me suggéra même plus d'une fois d'excellentes idées. Grâce à elle, je n'étais plus jamais en retard pour donner les textes de mes futurs spectacles à mes ouailles et je parvins même à dégager un peu de temps pour écrire des petits livres pour enfants que je décorais d'illustrations et qui firent la joie de mes petits et de leurs camarades. Cette délicieuse jeune fille semblait parfaitement heureuse avec nous. Et quand Flora la taquinait en lui demandant si elle avait un amoureux, elle répondait qu'elle aurait bien le temps plus tard et que pour l'instant elle apprenait trop de choses avec nous pour penser aux garçons. Tout le monde l'adorait à la maison et Marie-Antoinette ne concevait aucune jalousie à son égard, car Iris était non seulement très respectueuse envers elle, mais aussi très sincèrement gentille. Les mois passèrent donc dans une atmosphère de détente et de sérénité, et Noël 28 arriva vite. Cette année-là, en plus des papas de mes enfants et des villageois, nous eûmes la chance d'avoir mes cousins Titus et Tancrède, ainsi que leurs femmes, et leurs deux paires de jumeaux que Flora adorait. Ils avaient décidé de rester tout le mois de janvier 29 afin de pouvoir également parler affaires avec ma mère et Mike, leur ancien avocat new-yorkais qui était devenu son mari. Maman travaillait toujours très dur aux côtés de Mike pour gérer au mieux les deux sociétés créées par mon grand-père. La première fabriquait des automobiles et la seconde des avions et des pièces détachées. Elle avait à cœur de les garder aussi florissantes que Rock, son père, les avait laissées à sa mort. Et elle et Mike avaient même réussi à les développer davantage grâce aux idées de jeunes ingénieurs de talent qu'ils avaient engagés. Titus et Tancrède, quant à eux, avaient fondé de l'autre côté de l'Atlantique des entreprises prospères de construction automobile, toujours à partir des brevets de mon grand-père, et ils étaient à présent à la tête d'un empire. Mes cousins, dont l'état d'esprit était devenu totalement américain, ne juraient que par la bourse, et ils cherchaient par tous les moyens à convaincre maman et Mike d'introduire les sociétés françaises de mon grand-père sur le marché parisien. Cependant, Épiphanie et maman avaient toujours entendu Rock dire qu'il ne fallait jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. De surcroît, lui qui avait connu le dénuement le plus extrême dans sa jeunesse, ne faisait pas confiance à cette drôle de chose que sont les marchés boursiers, sur lesquels l'argent échangé fluctue sans cesse et n'a qu'une valeur virtuelle. Il aimait maîtriser ses affaires de bout en bout et connaître chacun des rouages de ses entreprises ainsi que chacune des personnes qui y travaillaient. Maman et Mike, suivant ses préceptes, avaient décidé de rester maîtres à bord de leur société qu'ils n'avaient donc pas fait entrer en bourse. Cependant, ils en éprouvaient parfois quelques regrets lorsqu'ils voyaient les bénéfices ahurissants réalisés par mes cousins. En ce mois de janvier 29, la Chambre syndicale des constructeurs automobiles, à laquelle la société de mon grand-père était affiliée, devait tenir sa grande réunion annuelle. Maman proposa que la réunion se tienne au château, afin que mes cousins puissent rencontrer l'ensemble des fabricants français. Le baron Charles Petier, qui était le président de cette chambre des constructeurs automobiles, suggéra à ma mère d'inviter également certains de leurs homologues étrangers, notamment des Italiens, des Anglais et des Belges. En effet, il pensait que cette grande réunion, dans un cadre aussi élégant que le château, marquerait les esprits et mettrait en avant la créativité et le génie français dans le domaine de l'automobile. Bien entendu, Épiphanie fut ravie à l'idée de faire une nouvelle fête à la maison. Le fiasco de la dernière ne l'avait visiblement pas échaudée. La grande réunion fut donc fixée un peu avant la fin du mois, et une fois de plus, tous les préparatifs requirent toute la maisonnée ainsi qu'un bon nombre de bras supplémentaires. Il y aurait bien entendu un défilé de voitures venant de tous les pays invités, ainsi que la présentation de futurs prototypes. Toutefois, la concurrence étant extrêmement rude entre toutes ces marques, beaucoup d'informations seraient tenues absolument secrètes et les constructeurs ne dévoileraient officiellement que ce qu'ils voudraient bien. Ma mère et Mike avaient d'ailleurs depuis longtemps pris l'habitude de garder au château des copies des documents les plus précieux qu'ils avaient dans leur bureau parisien. En effet, même s'ils avaient toute confiance en leurs collaborateurs qui travaillaient depuis des années avec eux, ils ne voulaient pas prendre le risque de perdre ou de se faire voler les résultats de nombreux mois de travail acharné. Ce serait donc une fête un peu étrange, que cette association de gens qui exerçaient le même métier, avaient les mêmes besoins et les mêmes intérêts, mais qui parallèlement se livraient une guerre sans merci pour sortir le modèle révolutionnaire qui ferait fureur. J'avoue que je n'étais jamais très à l'aise dans ce genre de circonstances où les rapports entre les gens sont toujours un peu faussés. Toutefois, il fallait faire honneur à ce que mon grand-père, puis Mike et maman avaient mis sur pied. Et nous allions recevoir avec panache ce beau monde de l'automobile. Le grand jour arriva et malgré un froid polaire, le ciel était bleu dur. À cause du gel, les voitures eurent un peu de mal à démarrer leur moteur pour le défilé, mais finalement tout le monde y parvint et ce fut un festival de modèles tous plus élégants et ingénieux les uns que les autres. C'était d'ailleurs amusant de voir à quel point les spécificités de chaque pays se retrouvaient aussi bien dans les lignes des automobiles que dans leurs détails intérieurs. Ensuite, il y eut un grand cocktail et de beaux discours sur la fraternité et le progrès. Puis chacun s'assit où il le souhaitait pour le dîner, le but de la soirée étant que les convives puissent échanger avec les interlocuteurs de leur choix. Marie-Antoinette avait proposé de veiller sur les enfants afin qu'Iris puisse assister à la soirée. Cette dernière nous avait énormément aidés pour les invitations et l'organisation de cet événement, et je lui avais demandé si elle pouvait nous seconder pour accueillir tout ce beau monde. Elle avait appris en quelques jours les noms des invités et leurs fonctions, et elle en connaissait quasiment autant que nous sur le monde de l'automobile.
Durant le dîner, je la vis volter de l'un à l'autre, comme ma mère et moi le faisions, afin de s'assurer que tout se passait bien. Au moment du dessert, je me permis de souffler un peu et de m'asseoir à côté de Claudine, qui bien sûr était invitée à chacune de nos fêtes, ainsi qu'Andrew, son mari. Nous papotions comme des collégiennes lorsqu'elle attira mon attention sur Iris, qui elle aussi s'était assise à une table, mais pas exactement pour souffler. En réalité, elle semblait totalement hypnotisée par un homme d'une trentaine d'années, assez bien de sa personne, je dois dire, qui lui parlait de manière très confidentielle. La jeune Iris, qui avait d'habitude un bon sens à toute épreuve, semblait avoir plongé directement dans l'un des romans érotico-historiques qu'adorait sa mère. Elle buvait littéralement les paroles de son voisin de table et souriait bêtement lorsqu'il lui faisait un compliment. Ne connaissant pas tous les participants à la réunion, je rejoignis maman pour lui demander qui était ce bel inconnu qui entreprenait notre petite Iris. Maman ne le connaissait pas non plus et elle alla le plus naturellement du monde à la table où il se trouvait en compagnie d'Iris. Avec son charme habituel, elle le pria de l'excuser car elle ne se souvenait pas lui avoir été présentée. L'homme lui fit un baise-main, et en se présentant, il lui sortit toute la panoplie du parfait homme du monde. Mais à mon grand étonnement, je vis ma mère écourter les présentations et s'éloigner rapidement, laissant les tourtereaux en tête à tête. Elle rappliqua notre table et je vis qu'elle réprimait un fou rire. Elle nous raconta octant que le bel inconnu lui avait dit faire partie d'une des sociétés automobiles venant de Belgique. Or, ma mère n'avait jamais pu résister à l'accent belge, qu'elle adorait, mais qui la faisait hurler de rire, surtout lors de situations sérieuses. Et lorsque ce monsieur s'était plié en deux pour lui faire un baise-main, tout en lui disant avec un accent à couper au couteau « Willem van de Velde, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. » Ma mère avait dû faire un effort surhumain pour le quitter avant d'exploser de rire. En revanche, Iris avait l'air de trouver ça tout à fait à son goût, et elle ne quittait pas des yeux son Willem. Allons bon, si elle s'amourachait de cet homme, il ne pourrait jamais venir déjeuner à la maison en compagnie de ma mère sous peine d'un incident diplomatique. Claudine, à qui rien n'échappait comme d'habitude, me dit avec son franc-parler « Je le sens pas, ce type. Il est franc comme un âne qui recule, je le vois à son regard et à la position de son corps. » Mais pour une fois, je n'étais pas d'accord avec elle. Je le trouvais tout à fait charmant et il avait l'air d'avoir eu un véritable coup de foudre pour notre petite Iris qui elle-même flottait sur un nuage. Une demi-heure plus tard, les invités commencèrent à s'en aller et Willem van de Velde prit également congé, non sans avoir lancé un regard de velours à sa dulcinée. Une fois la dernière voiture partie, je pris Iris à part et je lui demandai si elle avait passé une bonne soirée et qui était son charmant compagnon. Elle me dit qu'il était fantastique, beau, intéressant, drôle. Ça oui, maman pourrait lui confirmer en effet. Bref, d'après elle, il avait toutes les qualités. Et de son côté, il lui avait dit qu'il la trouvait parfaite en tout point. Il avait fallu moins de 2 heures pour qu'elle tombe amoureuse. Et même si je trouvais ça un peu rapide, j'étais mal placée pour lui donner des leçons. Je savais bien que tout ce qu'on peut dire à une jeune fille pour la détourner de l'objet de son désir ne sert à rien. Cependant, nous ne connaissions pas ce garçon. Et je tenais donc à avoir avec elle une petite conversation sur les conséquences potentielles de trop de précipitation. Là aussi, j'en connaissais un rayon. En l'embrassant pour lui souhaiter bonne nuit, je lui proposai donc de m'accompagner le lendemain pour une promenade sur la plage de Deauville avec les enfants et les chiens. Je me disais que le grand air serait propice à une discussion plus intime que celle que nous avions eue jusqu'à présent. Mais avec un air un peu contrarié, elle me dit qu'elle aurait adoré mais que c'était son jour de congé et qu'elle avait déjà un autre engagement. Ah, le Belge n'avait pas perdu de temps. Puis elle m'embrassa rapidement et me quitta pour monter dans sa chambre. J'attrapai Claudine et maman qui se disaient bonsoir sur le perron et je leur expliquai la situation. Maman me dit que nous ne pouvions pas mettre Iris en cage et que de toute façon, jolie comme elle l'était, elle serait de plus en plus courtisée. Ce Van de Velde était peut-être sincère, mais si par malheur ça n'était qu'un séducteur, nous serions là pour veiller à ce qu'il ne lui brise pas le cœur. Les semaines qui suivirent, Iris passait tous ses moments de liberté en compagnie de son Willy, et elle n'avait que ce nom-là à la bouche. Je lui proposai plusieurs fois de l'inviter au château afin que nous fassions plus ample connaissance, mais elle nous dit qu'il voyageait beaucoup et préférait garder son temps libre pour elle seule. Le soir même après le dîner, je la pris à part en lui demandant s'il se comportait correctement avec elle. Elle me répondit que c'était un parfait gentleman et qu'il lui avait d'ailleurs déjà parlé mariage. Il souhaitait rapidement lui présenter ses parents. Elle était absolument folle de lui et je me dis qu'après tout, de son côté, il était sûrement très épris d'elle également. Iris étant toujours aussi efficace dans son travail et d'égale humeur, je la laissai donc tranquille avec cette histoire. Si j'avais su ce qui allait se passer par la suite. Oui Archie, vous aimez les moules frites? Bien, ça intéresse tout le monde. Et vous voulez me faire la frite fanatique. Bon, je vais le calmer, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.